à tous, c'est Leïna et Diarra, bienvenue dans cet nouvel épisode de la Matrice à bugger. Sécurité, performance, souveraineté, ce sont les mots qui reviennent en boucle quand on parle de numérique aujourd'hui. En parallèle, on parle aussi de sobriété, de transition écologique, mais ces deux discours se croisent rarement. La cyber est souvent pensée comme invisible, sans réalité territoriale. Pourtant, derrière cette notion, on retrouve des infrastructures qui sont bien ancrées dans l'espace et qui demandent des ressources importantes. L'impact environnemental est donc bien réel. Alors, pourquoi parle-t-on si peu de l'impact écologique de la cyber et du numérique ? Dans cet épisode de la Matrice à bugger, on va transformer notre regard sur cette idée reçue, celle d'une cybersécurité immatérielle, neutre et sans coût pour le monde réel. Pour ça, on avait envie de donner la parole à quelqu'un qui pense la cybersécurité autrement, une personne qui ne la voit pas seulement comme une question technique, mais aussi comme un enjeu social et écologique. Aujourd'hui, on reçoit Aline de Cyber for Tomorrow, une initiative qui cherche justement à repenser la cyber autour de 3 piliers, l'hygiène numérique, la diversité des profils et la durabilité. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, on avait envie de commencer simplement, revenir sur ton parcours, Aline, et comprendre comment on en arrive un jour à se dire que la cybersécurité peut et doit aussi se penser d'un point de vue écologique. Bonjour à tous, je m'appelle Aline Morestin, je travaille au campus cyber depuis 2 ans maintenant. Et un de mes axes de travail principal, c'est tout ce qui est l'impact social et environnemental de la cybersécurité. Je suis aussi responsable RSE du campus cyber. C'est vrai que à la base, j'ai pas du tout fait des études techniques ou des études en lien avec la cybersécurité. J'ai fait Sciences Po Grenoble. Et ensuite, j'ai complété avec un master de management de l'innovation. Donc des choses pas trop techniques, mais que moi j'ai voulu technique parce que j'ai toujours été intéressée par le lien et les interactions qu'il y a entre les nouvelles technologies et la société. Qu'est-ce que l'un fait à l'autre et comment elle s'auto-influence et qu'est-ce que ça produit et qu'est-ce que ça fait de notre monde. Donc voilà, ça m'a toujours intéressée. Et dans mes premières expériences, du coup, je me suis plutôt tournée vers des cabinets de conseil ou des tiers-lieux ou des structures qui avaient cette composante un peu technologique, mais qui avaient cette volonté de créer un impact positif sur la société. Donc voilà, cabinet de conseil à impact positif et ce genre de choses. Et j'ai notamment travaillé dans une structure qui adressait cette question-là sous l'angle des communs numériques. Donc peut-être un commun numérique rapidement, c'est une ressource, donc numérique en l'occurrence, qui est produite par une communauté. Et c'est cette communauté qui va décider elle-même des règles de gouvernance et de diffusion et de publication de la ressource qui est faite. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et dans ce contexte, j'ai invité lors d'un événement une personne qui est devenue une de mes collègues du coup au campus cyber pour intervenir. Et je l'ai recontacté plus tard quand j'ai vu que il y avait des opportunités d'emploi au campus cyber sur cette thématique-là de commun numérique et cybersécurité pour le coup. Et c'est comme ça que je suis arrivée au campus. Ok, bah écoute, super intéressant. Pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est que le campus cyber ? Oui, bien sûr. Donc en fait, le campus cyber, c'est une structure physique. C'est un immeuble qui est aujourd'hui à La Défense, à Paris. Mais il va y avoir, et il y a déjà d'autres campus cyber en région. L'objectif, c'est que ce soit un réseau national. Et l'objectif de ces campus, c'est donc de rassembler l'ensemble de l'écosystème de la cybersécurité français. Donc quand on parle de l'écosystème, c'est à la fois des des entreprises qui proposent des produits de cybersécurité que des entreprises qui en consomment, des écoles, des instituts de recherche, des associations de professionnels, enfin vraiment tout l'univers et tous les acteurs de la cybersécurité sont rassemblés au campus. Et nous, notre objectif aux équipes du campus cyber, ça va être de faire en sorte que des synergies se créent entre ces acteurs, de monter des projets communs pour à la fois améliorer la compétitivité de la filière française et européenne, puisqu'on a une dimension, on est amené à travailler de plus en plus avec l'Union européenne, notamment depuis l'arrivée du nouveau président, Geoffrey Célestin Urbain, qui a rajouté une brique souveraineté numérique à la mission du campus cyber qui n'existait pas jusqu'alors.
D'accord. Et au niveau de Cyber for Tomorrow, vous êtes uniquement basé au campus cyber ou est-ce que vous êtes aussi... En fait, Cyber for Tomorrow, c'est une initiative qui est coportée par le campus cyber et par Numéum. D'accord, Donc on est en copilotage et cofinancement. d'accord. Mais on a voulu que ce soit une initiative aussi d'écosystème. Donc on a embarqué des acteurs donc qui sont présents au campus, qui étaient motivés et qui étaient intéressés en fait pour lancer un vaste projet qui est aujourd'hui Cyber for Tomorrow, qui permet à la cybersécurité de se rapprocher entre guillemets des objectifs du développement durable. Donc on a cette gouvernance assez on va dire ouverte, où on a un copil composé de 5-6 acteurs qui sont mis dès le départ à fond dans Cyber for Tomorrow. Et ensuite, on a tout le collectif Cyber for Tomorrow, donc on reviendra certainement sur ce qu'est Cyber for Tomorrow après, mais c'est vraiment tous les professionnels de la cybersécurité, que ce soit des professionnels qui s'engagent à titre personnel ou au titre de leur organisation, qui sont rassemblés dans ce collectif pour faire progresser et pour accélérer la transition de la cybersécurité. D'accord. Du coup, justement, c'était un peu les questions qui arrivaient après. Est-ce que tu peux nous présenter le Cyber for Tomorrow, vos actions et comment est-ce que vous êtes structuré? Alors en fait, si vous tapez Cyber for Tomorrow sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez tomber sur la plateforme Cyber for Tomorrow qui a été créée au moment où on a lancé l'initiative. Donc c'est ce que je disais un petit peu, l'objectif c'est vraiment de permettre à tous les professionnels de la cyber qui le souhaitent. Donc on parle aussi bien d'étudiants, parce qu'on considère que c'est des futurs pros de la cyber, que de retraités par exemple, qui ont des compétences à mettre au service de la société. Et en fait de proposer à ces acteurs qui ont déjà envie de s'engager, mais qui savaient pas forcément par quel bout prendre le problème et comment faire, comment passer le pas, un catalogue qui va proposer des actions clés en main avec des ressources qui sont ouvertes et utilisables en open source par tout un chacun pour aider à mener des actions de manière très concrète. Et ces actions ont pour améliorer la visibilité et organiser un petit peu les actions de Cyber for Tomorrow, on les a rangées en 3 catégories, donc 3 piliers qui sont aujourd'hui les fondements de Cyber for Tomorrow. Un premier pilier qu'on appelle le pilier Cyber Citizenship. Donc là, ça va regrouper toutes les actions qui vont viser à sensibiliser le grand public ou les PME ou les ados ou les seniors, vraiment les personnes qui sont éloignées de la cybersécurité, aux enjeux d'hygiène numérique. Le premier pilier. Le deuxième pilier qu'on appelle le pilier cyberspécialiste. Donc là, ça va rassembler toutes les actions qui vont encourager à la diversité et à l'inclusion dans le secteur. Parce qu'on sait que c'est un secteur qui a une forte demande et un fort besoin de recrutement. Nous, on arrive avec une couche supplémentaire en disant, d'accord, il faut qu'il y ait des gens qui viennent travailler en cyber, mais il faut aussi que ce soit un petit peu plus représentatif de la population et qu'on ait une meilleure diversité. Et enfin, le troisième pilier, qui est le pilier Cyber Sustainability. Donc ici, comme son nom l'indique, on va plutôt retrouver toutes les actions qui visent à améliorer l'impact environnemental de la cybersécurité. Et quand tu parles d'actions concrètes proposées à tout un chacun, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'action pour qu'on visualise mieux ce que ça peut être, par exemple? Par exemple, dans le pilier Cyber Citizenship, donc celui qui vise à sensibiliser le grand public, on a une fiche action, si vous vous connectez, qui va être vraiment ciblée sur les adolescents. Donc transmettre les bons réflexes et les réflexes d'hygiène numérique à des adolescents. Donc le professionnel, la personne intéressée par l'action se connecte, ouvre la fiche, elle a tout un déroulé, toute une méthodologie, toutes des recommandations sur comment on déploie cette action, comment on s'adresse à des adolescents. Et ensuite, on a les ressources qui viennent l'aider. Donc, ça peut être des jeux, des fresques, des sites internet, des PowerPoint aussi très classiques. Mais on a vraiment tout un tas d'actions, de ressources, qui permettent d'aider au passage à l'action. Et justement, du coup, par rapport à cette partie sur la sensibilisation, c'est vrai que du coup, dans le cadre des cadettes de la cyber, il y a aussi tout un point important sur justement la sensibilisation auprès des jeunes, etc. Et du coup, je donne un exemple, mais il y a des filles, des cadettes qui sont en train de préparer un jeu numérique justement pour essayer de sensibiliser dans les écoles et que ce soit interactif pour les élèves. Et est-ce que vous, du coup, vos jeux, etc., toute la partie que vous proposez à ce niveau-là, est-ce que du coup c'est essentiellement en ligne ou est-ce que aussi vous avez du contact avec les jeunes, que ce soit par des visios ou directement dans les écoles? Non, vraiment l'idée, c'est important que tu poses cette question. L'idée c'est d'aller au contact des jeunes, si on parle ici des jeunes, mais
si on parle des seniors, par exemple, c'est aller vraiment au contact des seniors, que les PME qui sont pas forcément toutes sensibilisées à l'hygiène numérique, aller vraiment sur place auprès des PME. Nous, on recommande vraiment l'action physique et concrète. Et pour revenir un peu sur ce que tu disais avant sur les questions de diversité, etc., quand vous faites des sensibilisations, justement, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous essayez d'insister aussi ou pas forcément? Ouais, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est hyper intéressant que tu dis ça. Là, j'ai présenté Cyber for Tomorrow comme si c'était avec des piliers, avec 3 streams très différents. Mais évidemment qu'il y a des liens qui se font entre eux. Et typiquement, le lien qui est le plus, entre guillemets, qu'on a le plus fait aussi sur l'année qui s'est écoulée, ça a été le lien entre, bien sûr, sensibiliser et aussi sensibiliser et susciter de l'intérêt pour ces métiers-là auprès. On a eu énormément d'actions de jeunes filles de quartier QPV. Donc en fait, on a réalisé notamment un bootcamp de plusieurs jours pendant l'été pour leur parler de cybersécurité et leur parler des métiers. Donc en fait, c'est une cross sensibilisation. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait 3 piliers différents, effectivement, et que du coup, ils s'interconnectaient pas nécessairement. Mais du coup, c'est beaucoup plus clair. Ouais, il y a des croisements qui sont un peu évidents. Quel public vous visez particulièrement Alors, pareil, en fait, on s'adresse à tous, puisque l'objectif, c'est encore une fois de diversifier les profils qui viennent travailler dans la cyber. Les actions qu'on a le plus menées sur ce sujet-là, ça a été l'intégration des femmes, puisque là aussi, il y avait déjà des choses qui existaient, déjà des programmes de mentoring dans des boîtes, déjà des associations dédiées à ça au sein de la cybersécurité, comme le 7-6 pour ne citer qu'elle. Donc voilà, ça c'était un premier axe et on va dire le plus simple à déployer, même si je dis pas qu'on est au niveau, hein, il y a encore plein de choses à faire, mais voilà. Il y a toute une partie où on a voulu aussi s'adresser, donc ça c'est ce qu'on va mettre en place aussi cette année avec le PEC, notamment c'est sur la partie inclusion des personnes et des profils neuroatypiques. PEC, c'est Pôle d'excellence cyber pour nos écouteurs du podcast. Voilà. Mais oui. Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais aussi juste avant, quand on parlait des sensibilisations, c'était le pilier le plus facile entre guillemets à mettre en place parce que c'est la première chose auquel on pense, etc. Mais est-ce que du coup, t'as pas l'impression que c'est un peu pareil avec les femmes, entre guillemets, dans le sens où c'est la chose la plus facile à promouvoir quand on parle d'inclusion et de diversité dans ces métiers-là et que du coup, justement, il y a déjà aussi beaucoup d'initiatives. Comment est-ce que vous arrivez à vous démarquer en particulier ? Alors, l'idée, c'est pas de faire concurrence à tout ce qui existe. Encore une fois, ça va plutôt être comme pour la partie sensibilisation, d'être un peu un centre de ressources pour aider les personnes qui veulent déjà se mobiliser sur ces sujets à agir. Et moi, personnellement, un des trucs que je mettrais en avant et que peut-être il faut rappeler, c'est que diversité et inclusion, c'est vraiment 2 mots distincts et pour une raison. C'est que on peut très bien être complètement à la parité, pour ne citer que l'exemple homme-femme au sein d'une entreprise, donc qui coche le critère diversité. En revanche, est-ce que ces femmes-là se sentent incluses dans l'entreprise ? C'est autre chose. Et donc, en gros, il faut travailler sur les 2 streams et le stream inclusion est peut-être un peu moins saisi, ou en tout cas, il y a moins d'initiatives et moins de communication par les entreprises sur ce stream-là. En fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que ce qu'on peut dire, nous qui sommes maintenant intégrés dans le monde du travail, c'est qu'effectivement, parfois, c'est difficile d'avoir du temps et qu'on a envie justement de s'investir. Nous, déjà, on est investi dans les cadettes de la cyber, mais on peut potentiellement vouloir s'investir sur d'autres sujets, comme par exemple la neuroatypie, sensibiliser des personnes. C'est pas forcément évident de trouver du temps et en fait, vous vous positionnez comme un centre de ressources où on peut venir chercher ces ressources-là et ensuite aller par exemple sensibiliser dans des écoles ou faire des actions et c'est super cool et intéressant parce que justement ça fait gagner du temps en fait et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Donc exactement. Bravo pour l'initiative, ça a l'air génial. Merci beaucoup. Et peut-être pour compléter ce que tu dis, c'est très vrai, c'est exactement ça, hein. Mais c'est le bon moment, je pense, de rappeler qu'on peut s'engager à titre, je l'ai déjà dit, mais à titre individuel. Oui. Donc vraiment parce qu'on a des convictions et oui. on est des cyber-citoyens. C'est un peu le mot qu'on a poussé à la sortie de Cyber for Tomorrow en 2024. Ce que j'ai pas précisé en introduction, mais l'initiative est encore très jeune. Mais donc je parlais d'entreprises, les entreprises peuvent aussi s'engager. Oui. Donc c'est ce que ça veut dire concrètement, c'est l'entreprise adhère et reconnaît les valeurs et les principes de Cyber for Tomorrow, souhaite contribuer à la transition de la cybersécurité. Et du coup,
propose à ses collaborateurs d'agir au nom de l'entreprise et toujours peut fournir des ressources. Et tout ça, ça participe et ça alimente notamment des stratégies RSE d'entreprises qui sont déjà en place. Donc voilà, je pourrais développer un petit peu plus, mais voilà, c'est aussi, on a vraiment pensé aux deux axes, à la fois citoyen et à la fois pro. On peut passer au troisième pilier, qui est du coup la partie sur laquelle on avait envie vraiment de centrer l'épisode. Mais avant de ça, pour le lancer, on a prévu Leïna, a prévu un petit quiz. Du coup, c'est sous forme de... Comment on appelle ça? CM, voilà. Entre guillemets, je vais vous faire des propositions, il y en a 3 à chaque fois, et vous allez me dire ce que vous pensez. C'est pas grave si on n'a pas la réponse. Voilà, c'est pas grave du tout, c'est juste pour se rendre compte un petit peu de ce que ça peut être. Alors c'est parti. Première question, selon vous, combien de mails sont envoyés par heure? Première proposition, 12 millions. Deuxième proposition, 12 milliards. Troisième proposition, 60 millions. C'est en 1 heure dans le monde? Oui, en 1 heure dans le monde. Je n'ai pas précisé, effectivement. Moi, je pense qu'on est... On est au milliard, moi, je pense. Ouais, je pense que c'est la dernière proposition. Donc 12 milliards. Non, t'avais dit 60, non? 60 millions, pardon. Ah. Moi, je dirais 12 milliards. Ouais, moi aussi. C'est 12 milliards, effectivement. Trop fort, bravo. Ce qui est énorme, en fait. C'est sur 1 heure, quoi. Donc, on n'imagine pas. Mais du coup, en une journée, ça doit être énorme. C'est ça, exactement. Deuxième question. Quel pourcentage des émissions numériques provient des équipements type smartphone, PC, TV, etc. 10%, 30% ou 80%? Du numérique? Des émissions du numérique. 10, 30 ou 80%. 80. Il y a Aline qui m'a fait un petit hochement de tête parce que j'hésitais. Effectivement, c'est 80%. 80, ouais. C'est là où on se rend compte que, ma foi, ces équipements prennent polluent énormément. C'est beaucoup d'émissions qui passent par là. Notamment, pour éclairer le chiffre, c'est sur la phase de fabrication. Parce qu'en fait, quand on calcule les émissions carbone générées par un équipement numérique, on calcule ce qu'on appelle avec une méthodologie d'analyse de cycle de vie. Donc, c'est-à-dire qu'on va calculer les impacts carbone qui sont générés tout le long de la vie de l'appareil. D'accord. Et le coût principal qui existe, c'est au moment où on fabrique l'appareil. Donc, on extrait les matériaux, ça génère des... D'accord, donc finalement, c'est pas pendant son utilisation. Non, c'est vraiment l'étape de fabrication qui génère le plus d'émissions carbone. Mais du coup, ça veut dire que dedans, c'est pas compris non plus le moment où l'appareil ne sert plus et que il est, je sais pas moi, démonté ou qu'il va à la casse, etc. Parce que ça, sous certaines formes, on peut dire qu'il continue de produire une émission, étant donné que il y a toute sa post-vie entre guillemets qui a un impact. Si, il va être recyclé, mais c'est extrêmement dur et il y a très peu de matériaux numériques qui sont recyclés aujourd'hui, ça va devenir un enjeu. Il est réinjecté ça va réduire en fait les émissions du nouvel appareil qui est créé, tu vois. Parce que si on récupère, je sais pas, je dis n'importe quoi, un écran qui fonctionne sur un téléphone, ce qui est souvent c'est le pire exemple parce que c'est souvent le truc le plus pété. Mais du coup, ça fera un écran de moins à extraire en matériaux, tu vois, de base. Ok. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question. Ouais, si. Et pour continuer sur le téléphone, quelle est la durée de vie moyenne d'utilisation d'un smartphone en Europe? 18 mois, 3 ans, 5 ans. Moi, déjà, je pensais que c'était 2 ans. Du coup, je dirais... En Europe, je sais pas. Je dirais 18 mois, moi. Moi, je dirais 3 ans. C'est 3 ans. 3 ans. C'est long et court à la fois. C'est assez court, au final. C'est vrai que c'est court parce que, en tout cas, moi, ce que je me dis quand j'achète un téléphone, c'est que j'espère le garder au moins 5 ans dans un bon état, en état quand même d'utilisation assez facile, et ensuite de pouvoir peut-être le garder plus. Donc, se dire que la durée moyenne, c'est 3 ans, c'est vrai que c'est un peu court. Sachant qu'il y en a, du coup, quand c'est la durée moyenne. Donc, il y en a, c'est moins. Ouais. Ce qui est quand même un peu dur. Mais bon. Et finalement, dernière question, c'est un sujet un petit peu dont on entend un peu plus parler ces derniers temps à propos des data centers. Je pense que vous voyez venir. Combien consomme un data center en termes de ressources en eau? 1000 litres d'eau par jour, jusqu'à 5 millions de gallons d'eau par jour, ce qui équivaut à 19 millions de litres d'eau, ou 10 000 litres d'eau par an.
Wow. Je sais que c'est énormément, mais là, Ouais. j'ai plus le. C'est en moyenne par data center, c'est ça? Ouais. Je sais pas, je saurais pas très précisément. Moi, je dirais la proposition du milieu, là, avec Ouais. les galons et tout. Oui. Ouais. Et bah effectivement, c'est celle-là. Donc jusqu'à 19 millions de litres par jour, d'eau par jour pour un data center. Donc c'est jusqu'à, il y en a certains qui vont consommer moins, mais c'est quand même Mais du coup, c'est énorme. pour un seul data center. Oui. Ok. Après, effectivement, c'est pour ça, c'est jusqu'à, dans le sens où, évidemment, en fonction de la taille du data center, bah, ça peut changer. Ouais. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est essentiellement utilisé pour refroidir les data centers qui génèrent de la chaleur. Oui. Ouais, bah voilà. Donc, bravo à vous deux pour le quiz. Je crois qu'il y a quand même eu beaucoup de bonnes réponses. Bah, Et surtout, du quelle coup, bonne ça réponse. permet un peu de lancer le sujet d'après, parce que donc, tout à l'heure, quand on présentait la trame du podcast, on s'est rendu compte que justement, nous, on avait surtout axé certaines de nos questions sur, du coup, l'écologie du numérique. Ouais, le numérique responsable. Voilà, le numérique responsable, pardon. Alors que, en fait, Cyber for Tomorrow, de ce que, du coup, tu as pu expliquer, c'est surtout l'écologie, mais dans la cyber. Est-ce que, du coup, tu peux nous réexpliquer ce que tu nous disais tout à l'heure sur là où tu situes, enfin, où est située la différence, en fait, entre les deux? En fait, le numérique responsable, c'est une discipline qui est en pleine croissance, qui est connue depuis plusieurs années, en tout cas, qui vise à comprendre et à réduire, du coup, l'impact environnemental du numérique en général. Donc là, les premières questions que tu posais sur le quiz, c'est des questions qu'on va plutôt classer dans la catégorie numérique responsable. Ça va être toutes les questions liées aux équipements numériques, aux data centers, aux consommations qui sont associées à tout ça. Aux emails. Vraiment, voilà, tout ça. Aux emails, effectivement. Alors que si on parle d'impact environnemental de la cybersécurité, c'est on va dire une sous-catégorie du numérique responsable. C'est un focus sur le numérique responsable. Okay. Mais du coup, il y a des questionnements qui sont propres à la cyber, qu'on va pas se poser à l'échelle du numérique, quoi. C'est un zoom précis dans... Et est-ce que du coup tu pourrais nous donner des exemples peut-être un peu plus concrets de ce qui touche du coup à l'écologie dans la cyber? Quel focus vous faites? On va beaucoup s'intéresser... peut-être avant, ça peut être intéressant que je te présente comment est-ce qu'on a structuré bien pilier, sûr. le pilier, donc Cyber Sustainability, le fameux dernier pilier, qui, contrairement aux autres premiers piliers de sensibilisation et de diversité, lui, c'était vraiment le parent pauvre. Quand on a lancé Cyber for Tomorrow, on a fait un benchmark pour savoir ce qui existait. Et en fait, on n'a pas trouvé grand-chose, vraiment, sauf une étude qui avait été faite par Wavestone à l'époque, qui nous a permis de lancer les travaux, parce qu'en fait, le sujet de l'impact environnemental de la cybersécurité n'était pas pris. C'était absolument pas une priorité. C'était pas quelque chose qui était dans l'imaginaire, et même dans ça ne rentrait pas dans le champ de compétences et des RSSI et des personnes qui travaillent dans la cybersécurité. Donc, on n'avait aucune ressource dessus. Donc, on s'est dit, il faut y aller. Et là, contrairement aux autres piliers, le campus cyber investit du temps et de l'argent pour créer ces ressources qui n'existent pas. Et c'est ce qu'on a fait avec la principale ressource qui est aujourd'hui référencée dans ce catalogue, enfin dans ce pilier-là, qui est une méthodologie de calcul et du coup de réduction de l'impact environnemental de la cybersécurité à l'échelle d'une organisation, donc soit d'une entreprise, soit d'une collectivité territoriale ou locale. Et en fait, je citais Wavestone tout à l'heure. Wavestone avait fait une première version de cette méthodologie qui avait besoin d'être testée, d'être expérimentée, pour pouvoir être vraiment actionnable et utilisée par tout un chacun. Donc on a rassemblé Wavestone et différents cabinets qui sont présents au campus cyber pour mener une expérimentation qui a été soutenue par l'ADEME, qui montre aussi qu'en fait les pouvoirs publics et les agences de ce type-là s'intéressent à la question aussi de la cyber. Que c'était vraiment, il n'y avait pas de ressources dessus, quoi. Donc l'ADEME nous a aidés, nous a subventionné l'expérimentation qui a duré 7 mois, où on a déployé cette première version de la méthodologie au sein du SI de 7 grandes entreprises et de 2 collectivités territoriales pour améliorer cette première version, avoir leur remontée terrain et construire une deuxième version de la méthode qui est aujourd'hui disponible sur Cyber for Tomorrow. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut la télécharger librement et peut mener aujourd'hui une étude pour comprendre et calculer l'impact carbone de la cyber au sein de son entreprise. Voilà. Ok.
Ça, c'est la première ressource. Ça nous a pris du temps. On s'est évidemment pas arrêté là et on va sortir la deuxième grosse ressource de ce pilier-là, qui est un guide à destination plutôt des RSSI qui va leur permettre d'éco-concevoir dès le début la cybersécurité, les mesures cyber au sein de leurs organisations. C'est en fait tout l'objectif en fait du pilier cyber sustainability, c'est de promouvoir et de faire en sorte que de plus en plus d'acteurs de la cyber adoptent une approche qu'on appelle Secure and Sustainable by Design. Donc, vous connaissez l'approche Secure by Design. Nous, on aimerait bien rajouter la partie and Sustainable, parce qu'en fait, la cybersécurité, comme toutes les réflexions qu'on a sur l'impact du numérique, l'éco-conception, ça se passe au début de la conception d'un service ou d'un produit. Et en fait, c'est ramener ça à la base pour qu'ensuite ça déroule et que ce soit intégré et que ça puisse protéger et accompagner la vie de tout le service, de tout le produit qui est développé. Ok, donc on entend que vous avez déjà mené des actions et vous allez en mener d'autres. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que ça vous est venu en tête l'idée peut-être d'aller voir directement aussi les formations, par exemple les formations de RSSI, pour aller justement à la source du problème qui est, comme tu disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de champ d'action de leur côté, qu'il n'y a pas en fait de savoir-faire, et pour directement les former sur ce sujet qui est le numérique et la cyber responsable. Carrément. Particulièrement. C'est effectivement un sujet. Oui. Et on a effectivement déjà des acteurs au sein du collectif Cyber for Tomorrow qui se sont des acteurs de la formation, qui se sont saisis de cette question-là. Je pense notamment à Lesylve, qui m'a demandé d'intervenir dans un de leurs masters sur la gestion des risques cyber. Et en fait, à terme, l'idée avec Lesylve, c'était pas juste de faire une intervention one-shot, c'était de penser à comment est-ce qu'on intègre le risque environnemental au même titre que la gestion des risques en cybersécurité. Puisqu'en fait, ça va générer des impacts cyber très concrets. En fait, par exemple, demain, on a un data center qui se coupe parce que, je sais pas, il y a une catastrophe climatique. Quid de la question cybersécurité sur tout ce qui est stocké sur ton data center? Comment tu gères ça, quoi? En fait, ça a des impacts très concrets. Et justement, autour de ces questions, du coup, ça revient un peu sur la sensibilisation finalement dont on parlait un peu avant, parce que donc le but, c'est quand même d'aller les sensibiliser du coup sur le sujet. En général, c'est compliqué, je pense, de modifier un modèle quand on a l'habitude et d'intégrer de nouvelles choses. Est-ce que du coup, tu as l'impression que quand tu parles à des gens qui sont encore en études, l'impact que toi tu as est différent de quand tu vas par exemple dans une entreprise qui a déjà tout un fonctionnement? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence d'écoute Oui, complètement. J'en ai pas fait encore énormément des interventions auprès d'étudiants sur le sujet, en tout cas cyber et impact environnemental. Là, pour l'instant, je me suis beaucoup adressée à des entreprises. Et effectivement, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Un étudiant, il va être assez réceptif à tout ça. Parce que en plus, on est des générations qui sommes assez conscientes et au fait de tous ces impacts-là. Donc, il n'y a pas trop de problèmes ni de remise en question de l'intérêt et de la pertinence d'intégrer ça dans leur cycle. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Après, côté entreprise, il y a différents types de réception. Il y a des entreprises qui sont hyper partantes, qui sont hyper en avance sur ces sujets-là et qui le prennent à bras-le-corps. Je pense notamment, par exemple, à la RATP, qui a participé au pilote, à l'expérimentation, qui est hyper engagée sur tous les sujets numériques responsables. Mais il y en a d'autres, voilà. Il y a Everial aussi. Je veux pas toutes les citer, mais il y en a qui sont très proactifs et ça tient aux RSSI qui sont convaincus et qui poussent le sujet de l'impact environnemental de la cyber auprès de leur direction, qui travaillent déjà avec leurs responsables RSE, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des cultures RSE qui sont déjà plus développées que dans certaines boîtes. Il y a dans une deuxième catégorie, je dirais des RSSI, encore une fois, parce que c'est à eux qu'on s'adresse, qui demandent à être convaincus, qui commencent à se dire oui, ça peut être un bon sujet, parce qu'en fait, il y a le fait de se dire on s'y intéresse par conviction citoyenne, ça a ses limites, dans le sens où en entreprise, t'es quand même confronté à tout un tas d'exigences, notamment les RSSI qui sont aujourd'hui noyés sous les injonctions réglementaires. Et en fait, la réglementation commence progressivement à intégrer des enjeux environnementaux, la réglementation cyber, j'entends.
Je pense notamment à l'ISO 27001 qui intègre progressivement, qui a intégré 2 amendements qui demandent à l'entreprise auditée si elle a pris en compte les enjeux environnementaux dans son plan de travail. Et Juste pour préciser, l'ISO 27001, c'est un grand standard, c'est un framework qui est assez connu dans le monde de la cyber, qui est même très reconnu, et la plupart des entreprises, en fait, doivent être certifiées ISO 27001 parce que c'est quelque chose que les clients demandent. Ils demandent à les entreprises qu'elles soient certifiées ISO 27001 pour pouvoir contractualiser avec elles. Donc voilà, juste petite précision pour ceux qui ne le sauraient pas. Et ouais. donc, Effectivement, on t'a coupé. Je remets ce que je voulais dire. En Ouais. fait, donc tu as cette catégorie de RSSI qui sentent qu'il faut prendre en compte le sujet et agir. Oui. Et puis tu as, comme d'habitude, tu as aussi des gens qui sont des RSSI qui sont encore qui considèrent que c'est pas de leur domaine et qui s'engagent pas. Et pour l'instant, c'est pas du tout avec eux que je traite, parce que quand je fais des présentations, notamment par exemple au Césin dernièrement, qui est donc le Césin, une association de professionnels de la cyber, si ce n'est la plus grosse association professionnelle de cyber de France, de RSSI. Là, les gens viennent parce qu'ils ont envie d'écouter, quoi. Mais je sens que les choses bougent, et je sens que les demandes d'intervention qu'on me propose sur Cyber for Tomorrow portent de plus en plus et essentiellement sur ce pilier-là. Parce que ça devient un enjeu, et parce que on est les seuls aujourd'hui à date à proposer des ressources qui permettent de répondre à ça. Et je pense que c'est important de préciser que c'est un enjeu justement parce que on est habitué à entendre parler d'écologie, d'environnement, etc. dans notre quotidien, parce que maintenant il y a des gestes un peu quotidiens, on voit des pubs à la télé qui nous parlent de ça, des préventions à la télé, etc. Et en fait, on peut se dire, bah non, le numérique, il vient justement plutôt soutenir cet aspect écologique global, parce que justement, on passe de paperasse, de beaucoup de papier, de choses comme ça, à tout en numérique. Donc, on gomme un petit peu toute cette partie papier. Souvent, dans les administrations ou les secteurs publics, vous pouvez y avoir vraiment beaucoup de paperasse, entre guillemets. Et on se dit que le numérique, il vient soutenir, alors qu'en fait, comme tu le dis, il y a un enjeu aussi de l'écologie du numérique, et du fait que finalement c'est peut-être pas si responsable que ça. En fait, cette croyance, elle repose sur quelque chose de complètement faux, qui est de se dire que le numérique, il n'y a pas de pollution. Oui, c'est faux. Il y a de la pollution, juste qu'elle n'est pas visible directement. Ouais, et je parle de pollution au sens large, hein. On a parlé des data centers, la consommation d'eau, la consommation d'électricité, les émissions carbone, l'impact sur la biodiversité. Et on peut en citer, le podcast pourrait durer 3 heures si on parle des impacts environnementaux que le numérique génère au global, quoi. Mais en plus, justement par rapport à ça, je sais pas si vous avez vu, mais récemment, c'est peut-être que sur ma télé, mais j'ai vu beaucoup de pas de publicité, mais de petits avertissements de la part du ministère, qui justement fait des petites, de courtes vidéos en gros pour alerter justement sur l'impact que peut avoir le numérique. Et j'ai trouvé que c'était un peu je m'y attendais pas trop, parce que c'est vrai qu'il y a peu de communication là-dessus, je trouve, de la part des autorités, et du coup c'est vraiment hyper intéressant que vous mettiez tout ça en place, quoi, et qu'on puisse en parler aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est nécessaire, parce que vraiment, à mon avis, la plupart des personnes ne voient pas que derrière le numérique, il y a de sérieux impacts. Ouais. Et donc, justement, est-ce que, un petit peu comme l'ANSSI l'avait avec ses bonnes pratiques dans la cybersécurité, quand on est dans ce milieu-là, on connaît un petit peu le terme de bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a, pour nous, utilisateurs du numérique et plus particulièrement professionnels de la cybersécurité, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on peut suivre? Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour essayer, même à titre individuel, déjà dans un premier temps, d'être le plus responsable possible sur ce sujet? Alors, bien sûr il y a des choses qui sont à notre main, qu'on peut mettre en place. Il y a beaucoup de ressources qui existent déjà sur ce sujet. L'INR a déjà produit des choses, même l'ADEME, elle a produit des choses. Enfin voilà, des organismes qui vont plutôt dont la mission c'est de sensibiliser à l'impact environnemental. Il y a souvent une partie qui va être consacrée à l'impact environnemental du numérique. Et ce qui est en commun, en général, avec toutes ces grandes réglementations et c'est pas des réglementations. Lapsus, ce n'est pas des réglementations, ce sont des recommandations. Et c'est très important de faire la distinction.
c'est à l'origine de tout, ça va être reposer la question de l'utilité de ce que je fais. Et en fait, la question de la sobriété est hyper importante quand on parle de numérique et même quand on parle d'économie d'énergie en général. C'est est-ce que ce que je fais, ça a vraiment une utilité? Est-ce que le mail que je vais envoyer, est-ce que j'ai besoin de mettre tous ces gens en copie? Est-ce que on parle des mails, ça paraît dérisoire, mais je trouve que c'est quand même un bon exemple pour montrer qu'on a la logique de sobriété qui est derrière toutes les questions qu'il y a à se poser sur est-ce que je peux m'en passer ou pas. Pareil sur la question, et je sais qu'elle fait beaucoup de bruit en ce moment, sur la question des LLM et de l'usage de l'IA. Un LLM consomme énormément. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui a été pas mal mis en avant ces derniers temps avec leur explosion. Est-ce que j'ai besoin de poser vraiment cette question à ChatGPT ou alors une recherche Google, c'est suffisant, en fait, parce qu'une recherche Google, j'ai plus les stats en tête, mais elle émet quand même aujourd'hui beaucoup moins d'impact environnemental qu'une recherche ChatGPT, par exemple. La dernière fois, justement, du coup, en préparant l'épisode, je suis tombée sur une étude. Donc, c'était en 2023 par les universités, deux universités aux États-Unis, qui avaient prouvé que un échange avec ChatGPT, s'il était entre 20 et 50 questions, ça correspondait à environ un demi-litre d'eau utilisée pour le fonctionnement, en gros, et juste pour le fonctionnement. Parce que du coup, après, en regardant un peu plus, en fait, il y a une différence qui est faite entre quand tu fais fonctionner l'IA et tout ce qui impacte à côté, donc c'est-à-dire justement tout ce qui est refroidissement du data center, production du mécanisme qui fait que l'IA puisse te répondre, etc. Et les chiffres étaient complètement fous. Et il y a aussi la phase d'entraînement du modèle qui est avant ça. T'as l'entraînement, l'utilisation et c'est la phase d'entraînement qui génère le plus aujourd'hui d'impact environnemental au niveau de l'intelligence artificielle. Mais voilà, c'est vraiment pour moi la grande recommandation qui est poussée, c'est questionner ses usages et faire preuve de sobriété. Mais en fait, c'est comme quand on ouvre le robinet et qu'on se dit est-ce que j'ai besoin de le laisser couler? Non, mais ça c'est plus. Et ça c'est à titre c'est comme la question énergétique pour moi, c'est à titre individuel, on a des choses à faire, mais le changement il viendra sans être naïf, je pense on peut le dire, à partir du moment où des grosses structures s'empareront et feront la différence sur la question de cet impact. Ouais, parce que j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le chiffre là des 80% qui font. Enfin, c'était. J'ai plus l'intitulé de ta question en tête. Quel pourcentage des émissions numériques provient des équipements, type smartphone, PC, vu que ça venait que des équipements, en fait là, la partie sur la question de la sobriété, de nous notre impact, en final, il compte pas dans ces 80% là, donc en fait. Il peut compter sur, par exemple, t'as ton envie de changer de tel. Tu vois. Ouais. Ça, c'est aussi, je le range aussi dans la catégorie sobriété. C'est-à-dire, en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin du dernier iPhone, pour reprendre un exemple ultra classique. Et faire durer ton téléphone le plus longtemps possible, ou ton PC, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour éviter de générer de nouveaux impacts environnementaux, quoi. Mais j'ai l'impression que les pratiques en entreprise, elles vont un petit peu dans le sens contraire de ce que tu nous dis. Dans le sens où justement les ordinateurs sont pas souvent recyclés, en tout cas ils durent pas forcément très longtemps, et même par rapport aux mails, souvent on nous encourage à envoyer un mail toujours documenté, tout ce qu'on fait avec le mail qui est un peu une preuve, avec le fait de mettre en copie toujours le plus de monde possible pour que tout le monde soit informé. En fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas du tout cette culture de l'environnement et de l'écologie dans les entreprises. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'il y a déjà une réelle différence entre les entreprises qui ont déjà des référents et des plans d'action RSE spécialisés, centrés sur le numérique responsable, et ceux dans lesquels il n'y en a pas du tout. Là, effectivement, je te rejoins, c'est pas du tout un sujet. En revanche, à partir du moment où tu positionnes et tu sensibilises tes collaborateurs, il y a déjà quand même des petites différences qui sont faites, en tout cas, que j'ai pu observer. Et en fait, sur ces sujets-là, ça passe énormément par de la sensibilisation, en fait. Et ça, c'est pour le niveau numérique responsable. Après, si tu reviens sur le niveau cybersécurité, toute cette question du renouvellement des équipements, c'est un gros sujet en cyber parce que il y a la question des mises à jour. La cybersécurité a besoin de faire des mises à jour de sécurité.
Et à partir du moment où l'appareil ne peut plus supporter cette mise à jour-là, on est obligé de le changer. Donc ça, c'est un combat un peu plus large qu'il faut mener avec les constructeurs. Mais en fait, nous, ce qu'on encourage, c'est de pousser un maximum l'utilisation des appareils pour jusqu'à ce que la mise à jour de sécu soit plus dispo. Il y a des entreprises qui changent avant que ces mises à jour ne soient plus disponibles. Ça, c'est pour la question des PC. Sur la question des smartphones, il y a la question du Bring Your Own Device, qui se pose aussi sur les PC, mais pas du coup du point de vue de la cyber, parce que c'est trop dangereux, entre guillemets, qu'un collaborateur travaille sur son PC personnel. Mais voilà, il y a plein d'options possibles qui sont à explorer. Et ça, c'est à la main des entreprises en fonction des politiques qu'elles veulent mettre en place et des possibilités techniques qu'elles mettent aussi derrière pour pouvoir sécuriser les appareils. Parce que, et ma phrase est longue, mais c'est important aussi, je l'ai pas précisé, j'aurais dû le dire plus tôt, on veut réduire l'impact environnemental de la cyber, mais on veut que ce soit à un niveau de couverture de risque constant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va inciter à être plus léger qu'on veut dégrader en fait le niveau de sécurité. Non, c'est à niveau de protection constant, voire même améliorer. Mais après, peut-être que ça vient aussi d'une question, en sensibilisant et les individus, ça va permettre aussi d'élargir toutes ces questions aux entreprises derrière. Et le fait qu'il y ait une génération qui soit quand même plus au fait de ces sujets, ça va peut-être aussi aider à développer ça derrière dans les entreprises. Enfin, j'espère. Ouais. Bah oui, on espère tous quand même, ce serait mieux. Effectivement, je pense qu'avec toutes les actions que vous menez et même le fait de sensibiliser directement dans les formations, etc., je pense qu'il y aura au fur et à mesure des changements. C'est comme, je pense à nos grands-parents ou nos parents qui étaient pas du tout sensibilisés justement au gaspillage d'électricité, de l'eau, des petits gestes du quotidien, le tri, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très commun. On voit ça dans tous les centres commerciaux. Il y a différentes poubelles pour tout. Donc, oui, c'est quelque chose qui peut-être se fait sur le temps long. Donc, merci pour vos actions chez Cyber for Tomorrow sur ce sujet-là. Dernière question pour ma part, de mon côté. Concernant toujours les bonnes pratiques, mais est-ce que tu as des bonnes pratiques qui seraient du coup plus centrées sur la cybersécurité? Parce qu'on a donné des bonnes pratiques un peu générales pour le numérique. Et sur la partie de cybersécurité, est-ce que tu peux nous donner en fait un ou deux exemples de bonnes pratiques spécifiques à ce sujet? Alors, ça, ce sera tout l'objet du référentiel d'éco-conception qui va sortir. Ok. Tu fais un petit teasing. Ouais, je fais un petit teasing. En fait, l'idée, la manière dont on a construit ce référentiel, c'est on est reparti. On a fait en deux temps. En premier temps, on est reparti d'un référentiel d'éco-conception du numérique qui s'appelle le RGESL, qui a été produit notamment par l'ADEME, l'ARCOM-ARCEP, qui fait un peu foi, qui est un peu utilisé de manière dominante par l'écosystème français, en tout cas. Et on a regardé les différentes recommandations du RGESN et on s'est posé la question, est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'il y a des divergences ou des synergies avec les bonnes pratiques de cybersécurité? Oui, non, pourquoi? Justification. Et on a fait le travail inverse. On est parti de recommandations de cybersécurité, donc en l'occurrence du NIST, des recommandations qui sont poussées par le NIST, qui est un framework américain pour le coup qui pousse des recommandations de cybersécurité sur lesquelles les RSSI s'appuient beaucoup pour construire leur protection. Et on a regardé dans les recommandations qu'on a présélectionnées, on les a pas toutes faites parce qu'il y en a 700, mais d'ailleurs sur la partie méthodologique, on les a sélectionnées en regardant celles qui émettaient le plus, notamment grâce à l'étude qu'on avait déjà faite quand on a créé la méthodologie et que Wavestone avait déjà créée. Et on a regardé si ces pratiques cyber étaient compatibles ou pas avec des enjeux de numérique responsable. Si oui, ok. Sinon, pourquoi et comment faire pour quand même réussir à avoir une protection suffisante et même optimale pour rapport à son SI. Et du coup, parmi les bonnes pratiques qu'on a pu identifier, il y en a une qui revient régulièrement, qui est le temps de conservation et de sauvegarde des logs. Donc ces logs, on peut les conserver ad vitam aeternam, ce qui fait qu'on les garde dans des espaces de stockage qui du coup ont un coût environnemental. Donc mettre en place une politique de gestion des logs en disant on les garde X mois, X années, parce qu'il y a aussi des enjeux réglementaires aussi qui viennent en compte. Il y a certains secteurs et certaines entreprises dont on oblige à conserver les logs pendant un certain laps de temps.
Mais voilà, en fonction de ça, définir des bonnes pratiques. Et aussi un message important, c'est qu'on ne peut pas trop, on va dire, pousser des grandes recommandations comme ça. Oui. Il y en a une autre peut-être que je pourrais dire, c'est en cybersécurité, on donne des PC au Cresta. Comment est-ce qu'on fait pour en faire en sorte que pareil ces PC ils soient qu'on les donne pas et qu'on mette en place des environnements sécurisés directement sur les PC qu'ils ont déjà, typiquement, avec des VM et ce genre de choses. Voilà, il y a des grandes tendances comme ça qu'on peut mettre en place en cyber, mais les entreprises sont tellement structurées de manière différente, notamment sur la partie cybersécurité, qu'il est vraiment nécessaire pour l'entreprise qui veut agir sur ça dans un premier temps, mener son bilan carbone. Donc, voir où est-ce qu'elle va émettre le plus dans sa cybersécurité. Et ensuite, s'appuyer sur le référentiel d'éco-conception qu'on va proposer en étant vraiment au cas par cas et en étant hyper fin et pouvoir adapter les recommandations qu'on propose à la situation réelle de l'entreprise. Et il n'y en aura pas une de pareil, quoi. Peut-être qu'il y aura des convergences au niveau sectoriel, c'est-à-dire les entreprises de, je sais pas moi, de transport, elles auront peut-être des points communs, mais voilà, c'est à la maille et chaque entreprise doit un peu mettre les mains dans le cambouis et assurer quelque chose qui est adapté à ses besoins. Et voilà. C'était hyper intéressant. On a appris beaucoup de choses, je pense. Merci beaucoup, Aline, d'être venue. Avec grand plaisir. Oui, Merci à vous. que tu peux, je sais pas si tu as un mot à dire, un mot de la fin, une petite conclusion, quelque chose. Mon appel à l'action pour tous les pros qui nous écoutent, je pense que j'aimerais bien conclure là-dessus. N'hésitez pas à venir nous voir et on a les outils et on a tout ce qu'il faut pour vous aider à passer à l'action et à agir sur les sujets qui vous intéressent en fonction de vos contraintes à la fois de temps et vos envies de développer aussi vos compétences. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, on a été hyper contente de faire cet épisode avec Léina. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine. La matrice a bugué.